Je demanderai à Conor McHugh de venir au bureau pour présenter son exposé. Alors, Conor McHugh est chercheur postdoctorant dans le projet Connaissance, métacognition et mode de justification à l'Institut Jean-Nicot, et il va prendre des fonctions de lecturer donc, à l'université de Southampton à partir de septembre. Il est l'auteur de plusieurs essais dans des revues internationales sur la croyance, les valeurs épistémiques et la normativité, après avoir reçu une excellente formation, notamment à l'université d'Édimbourg. Donc je suis très heureuse de l'accueillir à ce colloque. Et Conor va nous présenter en français son exposé sur le dogmatisme, le désaccord et les normes non épistémiques. Merci Claudine pour cette introduction trop gentille. Donc il y a un handout en anglais et je vais parler en français et comme ça, je suppose que personne ne va me comprendre. Alors, une grande partie des débats récents ont abordé la question de savoir si et dans quelle mesure le désaccord entre pairs impose une obligation épistémique de révision de ses croyances. Dans ce qui suit, je soutiens que le refus par un sujet de réviser une croyance face au désaccord d'un partenaire conversationnel peut légitimement exposer ce sujet au ressentiment et à la critique, bien que ce refus ne soit pas entièrement assimilable à une faute épistémique, ou peut-être même quand le sujet est irréprochable sur le plan épistémique. Cela est dû à une norme sociale non épistémique qui pèse sur notre comportement doxastique. Donc d'abord, j'introduirai la question de savoir comment l'on devrait rajuster ses croyances en réponse au désaccord, en replaçant cette question dans le contexte plus général de nos réponses aux expressions de croyances par autrui dans la conversation. Ensuite, je soutiendrai ma thèse principale et puis je vais répondre à une ou deux objections. Donc je passe à la première section. On tire souvent profit des croyances d'autrui en acquérant et en révisant ses propres croyances. Le cas le plus simple, c'est quand on accepte le témoignage d'un autre en croyant ce qu'il dit sur un sujet à l'égard duquel on le considère bien placé, mieux placé que nous, d'un point de vue épistémique. Souvent, le fondement immédiat pour considérer que l'autre est dans une telle position épistémique, c'est simplement qu'il se présente ainsi dans l'acte d'affirmation. Dans ce cas-là, on considère que le témoignage de l'autre exprime sa croyance sur le sujet et on tire profit de cette croyance en la faisant nôtre, en la considérant comme vraie. On ne s'appuie pas sur des éléments spécifiques additionnels de preuve que l'interlocuteur a raison. Peut-être que l'on suppose qu'il y a des raisons qui soutiennent sa croyance, mais on ne s'appuie pas sur ces raisons pour fonder sa propre croyance. Souvent, on ignore ces raisons. On fait plutôt confiance à l'autre. Demander ces raisons, ça serait justement au maître de lui faire confiance. Très souvent, une telle confiance est appropriée. Il y a également des cas où l'on a une croyance déjà déterminée sur une question donnée, une croyance que l'on considère comme bien fondée, justifiée, quoi que ce soit, mais il s'avère que notre interlocuteur, dont il n'est pas évident qu'il soit mieux placé d'un point de vue épistémique, croit le contraire. Dans ce cas, la confiance n'est pas de mise. D'ordinaire, on ne fait pas simplement confiance à l'interlocuteur en acceptant ce qu'il croit et en rejetant ce que l'on croyait. Et d'ailleurs, rien de tel n'est requis. Alors, comment répondre ? Évidemment, on pourrait s'engager dans un effort conjoint pour trouver un consensus
en cherchant à établir si l'un possède des éléments de preuve qui manquent à l'autre, ou si l'un ou l'autre répond à ces éléments de preuve de façon irrationnelle. Mais avant qu'un tel projet ne s'achève, comment répondre? Autrement dit, comment se comporter face au simple fait du désaccord avec un interlocuteur? Une réponse possible serait de continuer à soutenir sa croyance, au moins jusqu'à ce que de nouveaux éléments de preuve se présentent en faveur de la croyance de l'autre et contre la nôtre. Cela serait considérer que l'interlocuteur a tort, ou au moins cela serait être engagé à considérer qu'il a tort, vu que ce qu'il croit est d'après nous faux. Ce serait répondre au désaccord d'une façon que je qualifierais de dogmatique. Donc, j'utilise le mot dogmatique comme ça. Ce serait en réalité de ne pas tenir compte de la croyance de l'autre. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne tient pas compte des fondements de cette croyance si de tels fondements se présentent. Il y a quelque chose de bizarre dans la réponse dogmatique au désaccord si elle est adoptée comme une politique générale. Elle ne s'accorde pas bien avec notre volonté appropriée, voire inévitable, de faire confiance aux témoignages d'autrui sur des sujets où nous considérons que notre propre position épistémique est faible. Comment serait-il possible de traiter les croyances d'autrui comme importantes dans ces derniers cas, tout en refusant d'en tenir compte dans les cas où notre propre croyance est fixée au préalable? Il n'y a aucune réponse simple et générale, il me semble, à la question de savoir comment répondre au désaccord. Cela dépend de nombreux paramètres, et notre réponse comporte plusieurs aspects. Néanmoins, il semble que la réponse dogmatique au désaccord est souvent critiquable ou condamnable. Dans cet exposé, je veux soutenir que cette violation de normes n'est pas toujours entièrement assimilable à une faute épistémique. Donc il y a une violation d'une norme non épistémique, parfois. Donc je parle des croyances outright, des croyances flat out belief, des croyances pures et simples, on pourrait dire, plutôt que les degrés de croyance. Et je saute une partie du papier ici, mais brièvement, je suppose, je crois, mais pour les besoins de l'exposé, je suppose que les croyances outright ne sont pas constituées simplement par des degrés de croyance au-dessus d'un certain seuil. Je suppose qu'il existe des degrés de croyance en une proposition P qui sont compatibles avec la croyance outright que P, mais également avec la suspension de croyance outright que P. Du coup, il pourrait exister une sorte de dogmatisme condamnable qui ne consiste pas en une mise à jour irrationnelle des degrés de croyance, mais qui consiste plutôt à soutenir une croyance outright lorsque le degré de croyance qui nous caractérise est compatible avec la suspension de la croyance outright, tout autant qu'avec son maintien. Il me semble qu'il existe en effet une telle sorte de dogmatisme et qu'il est parfois condamnable au moins pour une part d'un point de vue non épistémique. Donc je passe à la deuxième section. Donc dans cette section, je présente et je défends ma thèse principale. L'argument qui suit, vous allez bien voir, n'est pas décisif. Je vise plutôt à augmenter le plus possible la plausibilité de la thèse et un peu à expliquer pourquoi cette thèse devrait être vraie. Je discuterai d'abord une certaine attitude, stance, qui est selon moi une norme sociale de conversation d'une certaine sorte. Ensuite, si j'ai le temps, je discuterai le cas particulier de la confiance, ce qui apporte un éclairage sur l'attitude que je décris. Ensuite, je montrerai comment ces considérations soutiennent ma thèse. D'ordinaire,
Lorsqu'on engage la conversation avec quelqu'un, on adopte une certaine attitude envers cette personne et les croyances qu'elle exprime par ce qu'elle dit. On la traite comme digne d'être écoutée. L'un des aspects de cette attitude est que l'on traite ces expressions de croyances comme des raisons épistémiques défaisables d'acquérir ces mêmes croyances soi-même et également de ne pas croire le contraire. C'est pour cela qu'on croit souvent le témoignage des informateurs bien placés, par exemple la population locale qui nous indique le chemin dans une ville inconnue. C'est pour cela qu'on révise souvent ces croyances face au désaccord. C'est parce que l'on considère qu'on a des raisons épistémiques de croire ce que l'interlocuteur dit ou de ne pas croire le contraire, tout simplement parce qu'il le dit. J'insiste sur le fait que ces raisons sont défaisables. Elles peuvent être vaincues parce que l'on croit avoir une preuve indépendante que ce que dit l'interlocuteur est faux, une preuve que l'interlocuteur ne peut contrer. J'insiste également sur le fait que l'attitude, le stance que je décris, l'attitude qui consiste à considérer les expressions de croyance de l'interlocuteur comme fournissant des raisons épistémiques, cette attitude est une position par défaut. Cela ne signifie pas simplement ce que j'ai déjà dit, soit le fait que l'on considère ces raisons comme défaisables. Cela signifie plutôt que l'on peut avoir des raisons de ne pas du tout adopter cette attitude ou bien de l'abandonner. Par exemple, on peut avoir des raisons de penser que l'interlocuteur n'est pas digne d'être écouté sur le sujet dont il est question. Dans un tel cas, on ne considère pas que ces croyances fournissent des raisons même défaisables. Si l'on n'adopte pas cette attitude, ou si on l'abandonne, on n'aura pas besoin d'une preuve particulière du contraire pour ne pas être motivé à croire ce que dit l'interlocuteur. L'adoption par défaut de l'attitude que je décris semble être une condition requise, une condition nécessaire, precondition, pour la participation sincère et coopérative à certaines sortes de conversations. En ce sens, c'est une norme pour cette sorte de conversation. Je pense en particulier au type de conversation où on cherche vraiment l'accord des esprits sur un sujet. C'est le genre de conversation où les participants se traitent l'un l'autre comme ayant quelque chose à apporter à une question d'intérêt commun. La question peut être profonde ou triviale, pratique ou théorique. Beaucoup de conversations appartiennent à cette catégorie. Il faut distinguer ce genre de conversation de celles où on fait semblant de discuter quelque chose pour faire passer le temps, et également de celles où on discute seulement pour persuader les autres qu'on a raison et où on ne tient pas vraiment compte du point de vue de l'autre. Participer sincèrement à une conversation du genre dont je parle, c'est s'engager. S'engager à adopter par défaut l'attitude que j'ai décrite. On assume alors certaines obligations en fonction de la nature de cet engagement. Et on s'expose aux reproches et à la critique au cas où l'on n'honorerait pas ces obligations. Par exemple, si on ne tient pas compte de l'avis d'un interlocuteur sur un sujet, on peut faire l'objet d'une demande légitime quant à ses raisons d'avoir agi ainsi. Si l'on ne peut pas indiquer une considération qui l'emporte sur la raison putative constituée par la croyance de l'interlocuteur, ou qui justifie l'abandon de l'attitude adoptée par défaut, on est critiquable. On n'a pas honoré l'engagement qu'on a pris en entrant dans une telle relation conversationnelle. Cet engagement semble impliquer certaines suppositions. Par exemple, on suppose que l'interlocuteur est normalement compétent et informé. La compétence consiste dans des choses comme la réceptivité aux raisons, le fait que
nos perceptions soient normales, le fait d'être réfléchi, etc. Qu'il soit informé veut dire que l'interlocuteur possède les connaissances que possèdent ceux qui sont dignes d'être écoutés sur le sujet. Considérer les opinions de l'interlocuteur comme fournissant des raisons épistémiques dans une situation normale, c'est faire ses suppositions. Des raisons positives pour douter de ces suppositions peuvent justifier l'évitement ou l'abandon de cette attitude adoptée par défaut. Encore une fois, il faut distinguer ce cas où l'on ne considère pas du tout les croyances de l'interlocuteur comme des raisons, du cas où l'on considère la croyance de l'interlocuteur comme une raison, mais où l'on considère que cette raison est vaincue. Dans le premier cas, on peut indiquer des considérations qui l'emportent sur la supposition que l'interlocuteur est compétent et informé. Par exemple, le fait que l'interlocuteur est évidemment fou, ou drogué, ou quoi que ce soit. Dans le deuxième cas, on indiquerait plutôt une preuve que l'interlocuteur s'est trompé sur une proposition particulière. Par exemple, qu'il a ignoré une preuve cruciale. Je ne sais pas si ces suppositions dont je parle sont elles-mêmes des croyances ou pas. Et de même pour l'attitude qui consiste à considérer les croyances de l'interlocuteur comme des raisons. Mais je n'ai pas le temps de parler de ça ce matin. En tout cas, le point capital est le suivant. Il n'est pas nécessaire pour que ces suppositions soient légitimement faites qu'elles soient fondées sur des raisons décisives. Parfois, on aura des raisons décisives, et alors on aura des raisons décisives pour traiter les croyances de l'interlocuteur elles-mêmes comme des raisons. Par exemple, quand l'interlocuteur est un expert connu. Mais souvent, cela n'est pas le cas. Beaucoup de nos conversations ont lieu avec des individus dont on n'a pas de raison positive particulière de croire qu'ils sont compétents et bien informés, ou en tout cas qu'ils le sont à l'égard du sujet de la conversation. On a peu de preuves spécifiques sur leurs compétences dans le domaine, leur état d'information, etc. Dans un tel cas, il ne semble pas épistémiquement interdit, inapproprié, d'adopter une attitude prudente telle que l'on ne considère pas la croyance de l'interlocuteur comme en elle-même une raison de croire ce qu'il dit, indépendamment des raisons spécifiques qu'il peut fournir pour nous amener à croire qu'il a bien raison sur la question discutée. Le simple fait qu'un individu dont ex hypothèse, on n'a pas de preuve particulière qu'il est compétent ou informé, le simple fait qu'un tel individu dit que P ne semble pas être une raison épistémique de croire que P. Une raison éventuellement assez forte pour nous faire réviser nos croyances à nous, que nous considérons normalement comme correctement fondées sur les éléments de preuve dont nous disposons. Ainsi, l'attitude que j'ai décrite ne semble pas épistémiquement requise dans chaque cas où il est néanmoins approprié de l'adopter. Une attitude plus prudente est souvent épistémiquement permise ou appropriée. Lorsqu'on omet cette prudence et que l'on considère les croyances de notre interlocuteur elles-mêmes comme des raisons épistémiques, ce que l'on observe à l'œuvre n'est pas une norme épistémique, mais plutôt une norme sociale. C'est une norme qui va de pair avec la participation à une conversation du genre que j'ai évoqué. Donc, pour résumer un peu, considérer par défaut les croyances d'un interlocuteur elles-mêmes comme des raisons épistémiques, c'est une condition requise et une norme d'une certaine sorte de conversation. Une sorte de conversation qui constitue un mode essentiel de notre interaction sociale. La norme n'est pas épistémique. Ce n'est pas le cas que lorsqu'on la viole, on fait forcément une faute épistémique. C'est une norme sociale.
Il s'agit d'une relation sociale qui existe entre soi-même et un autre lorsqu'on entre dans une telle interaction avec lui. Néanmoins, observer la norme consiste éventuellement à se considérer comme ayant des raisons épistémiques. Je crois que je vais passer la section sur la confiance pour des raisons de temps, mais vous avez une figure là qui explique tout. Donc je passe à la section 2,3. Si on s'implique dans la relation conversationnelle qui va de pair avec l'attitude que j'ai décrite, mais si l'on refuse, sans justification, de traiter le témoignage d'autrui comme fournissant des raisons épistémiques, même défaisables, on est exposé aux reproches, aux ressentiments, à la critique et au blâme. On n'aurait pas été ainsi exposé si on ne s'était pas impliqué dans cette relation d'entrée de jeu. Mais si, par exemple, on s'était vu offrir des conseils spontanés. Certains cas de désaccord fournissent l'occasion pour une telle violation de normes. Et ce que je dis dans cette section, c'est illustré un peu dans la deuxième figure que vous avez sur le handout. Supposons que j'entre dans l'engagement conversationnel avec un interlocuteur et il s'avère que celui-ci n'est pas d'accord avec moi à l'égard de P. Supposons que l'interlocuteur ne semble ni incompétent ni mal informé. Alors, je suis engagé par l'attitude conversationnelle à considérer la croyance de l'interlocuteur comme une raison épistémique défaisable de suspendre ma propre croyance outright à l'égard de P, au moins jusqu'à ce que de nouvelles considérations se présentent. Supposons, par ailleurs, que je n'ai aucune raison importante, sinon le simple fait du désaccord, de croire que l'interlocuteur a tort dans ce cas-ci. Autrement dit, je n'ai aucune preuve, evidence, qui l'emporte sur la raison défaisable que constitue, d'après moi, sa croyance. Par exemple, je ne sais pas qu'il lui manque une preuve capitale que je possède. Alors, je soutiens que je suis engagé à suspendre ma croyance outright dans cette situation. Si je maintiens ma croyance outright, j'omets de traiter la croyance de l'interlocuteur comme une raison défaisable de la suspendre. Je viole ainsi mon engagement et la norme sociale qui va avec. Et je m'expose aux attitudes réactives, au sens de Peter Strawson, Reactive Attitudes, aux attitudes réactives afférentes. Si je ne m'étais en aucune façon impliqué dans cette relation conversationnelle, cette violation n'aurait pas eu lieu et aucun reproche n'aurait été justifié, ou en tout cas pas sur la même base. Mais ne pourrais-je pas traiter la croyance de l'interlocuteur comme une raison de suspendre la mienne, sans la traiter comme une raison assez forte pour exiger la suspension de ma croyance, même en l'absence de considération qui l'emporte sur cette raison. Donc ça, c'est une objection contre ce que je dis. Et selon cette objection, le fait de ne pas suspendre ma propre croyance n'impliquerait pas forcément que j'avais omis de traiter la croyance de l'interlocuteur comme une raison. Cette suggestion, je trouve, n'est pas compatible avec un aspect important des raisons de croire, soit le fait que je ne peux pas rester cohérent si je considère la croyance de l'interlocuteur, la croyance que non P, comme une raison invaincue de ne pas croire que P, tout en maintenant la croyance outright que P. Si je maintiens la croyance que P, je suis ainsi engagé à considérer que l'interlocuteur a tort en croyant sa négation. D'après moi, il s'est trompé.
comment pourrais-je alors considérer en même temps que cette croyance de l'interlocuteur fournit une raison invaincue de ne pas croire que P? Une croyance fausse en soi ne plaide certainement pas en faveur de l'acquisition de cette croyance ou de l'abandon de la croyance opposée. Les cas de désaccord que je vise sont tels que je n'ai aucune preuve particulière que mon interlocuteur est incompétent ou mal informé, ni qu'il se trompe sur la proposition discutée, sinon le fait qu'il n'est pas d'accord avec moi, et alors qu'il croit le contraire de ce que je prends ou ce que je prenais pour la vérité. Mais il se peut également que je n'ai aucune preuve qu'il est compétent ou bien informé, ni qu'il a raison. En outre, il se peut que j'ai réfléchi avec soin sur la question et que je sois généralement fiable sur des questions de ce genre. Et il se peut que je n'ai aucune preuve qu'il en va de même pour mon interlocuteur. Ainsi, il se peut qu'il me soit permis, d'un point de vue épistémique, de ne pas considérer la croyance de l'interlocuteur comme fournissant par elle-même une raison épistémique importante de suspendre ma croyance outright. Autrement dit, comme fournissant une raison indépendamment des raisons additionnelles que l'interlocuteur peut indiquer de croire qu'il a bien raison. Mais dès que je me suis engagé à considérer par défaut les croyances de l'interlocuteur sur le sujet comme des raisons, je suis bel et bien engagé à le faire et à ne pas considérer que ces raisons sont vaincues, à moins de disposer de considérations spécifiques qui l'emporteraient sur elles. Par exemple, le fait que l'interlocuteur ignore une preuve cruciale. Ainsi, une fois que je me suis ainsi engagé, je ne peux pas, sans violer la norme qui prescrit cette attitude, m'appuyer sur les genres de raisons générales de ne pas tenir compte des croyances de mon interlocuteur qui peuvent rendre épistémiquement légitime une telle prudence. Par exemple, ma propre fiabilité, mon ignorance de la compétence de l'interlocuteur, le niveau d'erreur des gens en général. J'ai le droit de ne pas tenir compte de l'avis de l'interlocuteur seulement si je dispose d'une preuve spécifique positive de croire qu'il est soit incompétent, soit mal informé, ou bien qu'il s'est trompé dans ce cas. C'est ainsi que la réponse dogmatique au désaccord peut être critiquable de façon non épistémique. Je vais donner des exemples illustratifs qui sont sur le handout en anglais. Premier exemple, je suis en train de discuter sérieusement avec une nouvelle collègue du séminaire de cet après-midi qui est attendue avec enthousiasme. Je connais peu de choses des qualités épistémiques de cette collègue ou de son état d'information. Je pense me rappeler que l'annonce a dit que le séminaire commencerait comme d'habitude à 15 heures et je crois avec confiance qu'il est bien prévu pour 15 heures. Normalement, je suis fiable sur des choses de ce genre. Pourtant, ma collègue dit, sans donner ses raisons, qu'elle croit que le séminaire est prévu à 14 heures. Quand je l'apprends, je ne suspends pas ma propre croyance outright que le séminaire est fixé à 15 heures. Je maintiens plutôt cette croyance, peut-être avec une confiance légèrement diminuée, et je considère que ma collègue a tort, au moins jusqu'à ce que de nouvelles informations se présentent. Deuxième exemple. Je suis à Copenhague pour la première fois. Cela m'est arrivé. Dans le foyer de mon hôtel, je tombe sur un vieil ami qui est également là pour sa première visite. Nous décidons de nous balader ensemble vers Strøget, ce qui est une rue piétonne connue à Copenhague, le plus long du monde, quelque chose comme ça. J'ai regardé avec soin le plan et je crois qu'il faut tourner à gauche en sortant de l'hôtel. Je suis compétent pour lire des plans et je le sais. D'habitude, je ne fais pas d'erreur. Mon ami croit qu'il faut tourner à droite en sortant de l'hôtel.
Je connais peu de choses des pouvoirs navigationnels de mon ami, ni du soin avec lequel il a regardé le plan. Mais je sais bien qu'il n'est pas rare que des visiteurs se trompent dans des villes inconnues. Quand j'apprends l'opinion de mon ami, je ne suspends pas ma croyance outright qu'il faut tourner à gauche. Je maintiens plutôt cette croyance, peut-être avec une confiance légèrement diminuée, et je considère que mon ami a tort, au moins jusqu'à ce que de nouvelles informations se présentent. Je veux souligner que dans ces exemples, ce n'est pas comme si je tenais compte de l'opinion de l'interlocuteur comme d'une raison défaisable, mais que j'ai considéré qu'il y avait une raison qui l'emportait sur cette raison. Et donc ce n'est pas comme ça que je parviens à maintenir ma propre croyance. Il semble en effet qu'il n'y ait aucune considération qui l'emporte sur cette raison putative. Je n'ai aucun élément de preuve que mon interlocuteur a tort, sinon le désaccord. Donc c'est plutôt que je considère que l'interlocuteur a tort, vu que ce qu'il croit est, d'après moi, faux. De ce fait, je ne considère pas son opinion comme une raison de réviser la mienne. Dans ces exemples-là, ma réponse est dogmatique. Dans la mesure où je me suis impliqué dans un engagement conversationnel normal avec mon interlocuteur et que je ne fais pas simplement semblant de le faire, ma réponse dogmatique semble intuitivement critiquable. Il semble que la réponse correcte consisterait en la suspension de ma croyance outright, jusqu'à ce que j'ai examiné les éléments de preuve dont dispose l'interlocuteur et que j'ai réexaminé les miens. Lorsque je ne le fais pas, mon interlocuteur a le droit d'éprouver du ressentiment à mon égard pour avoir omis de tenir compte de son opinion. Il a le droit de me critiquer et de me blâmer pour mon arrogance et pour avoir eu une opinion trop fixée au préalable. Peut-être on pourrait douter que je suis bien critiquable dans ces cas-là, mais pour s'en convaincre du point, on peut développer, détailler les exemples de sorte qu'il s'avère plus tard que j'ai eu tort et que mon interlocuteur a eu raison, tandis que ma position épistémique reste sinon exactement la même. Dans ce cas-là, il est clair, je trouve, que mon interlocuteur a droit au ressentiment et le droit de me blâmer pour les conséquences négatives qu'entraîne ma croyance fausse. Le fait, par exemple, d'être en retard pour le séminaire ou de nous égarer à Copenhague. Ce n'est pas le simple fait d'avoir eu tort, si c'est bien le cas, qui m'expose aux reproches. D'ordinaire, on n'est pas critiquable simplement pour avoir eu tort. C'est mon dogmatisme face au désaccord qui est critiquable. Ce dogmatisme est critiquable même s'il s'avère que j'ai eu raison. Bien que le dogmatisme puisse être plus facilement pardonné dans ce cas-là, et bien qu'il soit moins probable qu'il y ait des conséquences négatives pour lesquelles je puisse être blâmé en outre. Je suis critiquable dans ces cas-là pour mon comportement doxastique, quoique ce ne soit pas en raison d'irrationalité ou d'une faute d'un point de vue épistémique. Avant le désaccord, ma situation épistémique est forte, et je le sais. Je n'ai aucune raison spécifique de croire la même chose à l'égard de mon interlocuteur. Je n'ai pas non plus des éléments de preuve importants qui indiquent que l'interlocuteur soit compétent ou qu'il soit bien informé sur le sujet. L'interlocuteur fournit aucune raison, indépendamment de son affirmation, de croire qu'il a raison. Il n'y a aucune raison épistémique décisive, ni quelque chose que je considère comme une telle raison, de suspendre ma croyance. Ma situation épistémique à l'égard de la proposition discutée reste forte, même après ma réponse dogmatique.
Pourtant, la réponse dogmatique, le fait de maintenir la croyance outright, est critiquable. Je suis exposé aux reproches, à la critique, voire au blâme, qui deviennent particulièrement saillants au cas où j'ai tort. Donc ma thèse est que les considérations qui rendent légitime d'un point de vue épistémique de maintenir ma croyance outright, par exemple ma propre fiabilité, le niveau d'erreur des gens en général, ces considérations sont telles que dès que je m'implique dans l'engagement conversationnel, je m'engage à ne pas m'appuyer sur ces considérations en révisant mes attitudes outright. Bon, je vais peut-être... je passe un peu. Bon, pour soutenir que la faute dans ces cas n'est pas épistémique, ou en tout cas que ce ne l'est pas entièrement, considérons une paire d'exemples comme les deux que j'ai décrits, sauf que, plutôt que trouver un désaccord avec un interlocuteur, j'entends simplement un individu qui est en train d'exprimer une opinion contraire à la mienne sur l'heure du séminaire et sur la bonne direction pour Strogat. Dans ces cas ainsi modifiés, il ne semble pas que je sois excessivement dogmatique lorsque je maintiens ma croyance, même si je devrais diminuer légèrement ma confiance. En tout cas, il ne semble pas que je sois critiquable de la même façon que dans les cas originaux. Le simple fait qu'un individu, qui n'est pas évidemment fou ou mal informé, croit le contraire que moi, ne suffit pas de me rendre ainsi critiquable. Sinon, nous serions critiquables pour le fait de maintenir nos croyances sur beaucoup de sujets où les gens ne sont toujours pas d'accord. Cela est peut-être plausible dans certains domaines, en philo par exemple, mais dans les autres, ce n'est pas du tout plausible. Ce n'est certainement pas parce que l'on apprend que quelqu'un a une opinion différente que l'on est critiquable pour maintenir ses croyances qui sont bien fondées sur la mémoire ou sur la déduction. Mais dans la mesure où le dogmatisme constitue une faute épistémique, le fait que l'individu en désaccord est soit un interlocuteur conversationnel, soit un inconnu, cette différence devrait faire aucune différence épistémique. D'accord. Donc, dans de tels cas de dogmatisme, le sujet dogmatique montre une espèce d'arrogance sociale et intellectuelle. Ce n'est pas l'arrogance que montre un individu qui maintient une croyance contre les preuves. C'est plutôt une espèce d'arrogance qui consiste en un manque de respect intellectuel et de humilité envers son interlocuteur, vu son engagement envers lui. C'est une espèce d'arrogance qui n'implique donc pas forcément un non-respect des éléments de preuve. La norme entre en jeu en vertu du fait que l'on s'est impliqué dans une certaine relation sociale avec un autre. La norme n'est pas mise en jeu par le simple fait du désaccord avec un inconnu distant, par exemple. Cette espèce de respect intellectuel et de humilité se montre dans l'interaction sociale. Donc je vais sauter les deux, la première et la deuxième objection, et je vais passer directement à la troisième objection pour finir. Ça, c'est la section 3,3. Donc, d'après cette objection, ce n'est pas comme si j'ai postulé une norme qui n'existe pas, c'est plutôt que j'ai mal qualifié, j'ai mal caractérisé cette norme. Plus spécifiquement, l'objection est que la norme ne s'applique pas aux croyances. Autrement dit, ce qui est critiquable dans les cas que j'ai décrits, ce n'est pas mon comportement doxastique, mais plutôt un autre aspect de mon comportement.
La suggestion serait que c'est inapproprié de continuer d'accepter la proposition discutée pour les besoins de la conversation plutôt que de continuer de le croire. Donc je devrais mettre entre parenthèses ma croyance, mais ce n'est pas le cas que je devrais le retenir. Selon cette suggestion, je ne devrais pas affirmer la proposition ni la supposer par mes affirmations. I shouldn't presuppose it in my assertions. Pendant la conversation. Mais il est absolument légitime de maintenir ma croyance de façon privée. La réponse dogmatique est non coopérative, voire impolie, dans le cadre de la conversation. Et du coup, elle est inappropriée, mais il n'y a aucune violation d'une norme doxastique. Donc ça, c'est l'idée de cette objection. Mais il me semble que cette suggestion ne qualifie pas correctement ce qui ne va pas dans le dogmatisme dans les cas comme j'ai décrit. Il n'arrive pas forcément dans ces cas, je ne l'ai pas dit, que le sujet dans le cas, que je ne respecte pas les règles de la conversation, en m'empêchant, par exemple, d'affirmer la proposition discutée ou de la supposer par mes affirmations. Il n'arrive pas forcément non plus que je refuse de tenir compte des éléments de preuve que l'interlocuteur pourrait éventuellement fournir. Respecter les règles de la conversation n'implique pas que je prenne vraiment au sérieux la croyance de l'interlocuteur, comme elle-même un indicateur de la vérité, une raison épistémique. Cela n'implique pas que je tienne compte de la possibilité que c'est lui qui a raison et que c'est moi qui ai tort. Même si cela, respecter les règles de la conversation, implique que je vais semblant de faire autant. Ce point se révèle très clairement dans le cas de désaccord où il s'avère par la suite que j'ai eu tort. Le blâme pour avoir raté le séminaire ou pour m'être égaré à Copenhague sera à peine diminué par le fait que je n'ai violé aucune règle conversationnelle. Le comportement pour lequel je suis critiquable, c'est d'avoir toujours eu une croyance fixée. Bon, mais l'objection peut être poursuivie un peu. Donc peut-être ce qui est requis dans ce cas ne consiste pas seulement à mettre entre parenthèses sa croyance, mais ne consiste pas non plus à suspendre la croyance. Peut-être ce qui est requis est une attitude ouverte à la possibilité de changer d'avis. Une attitude, une espèce d'ouverture d'esprit qui peut exister en même temps qu'une croyance outright. Donc la force de cette objection dépend de la manière dont on qualifie cette attitude ouverte à la possibilité de changer d'avis. Une manière d'avoir de l'ouverture d'esprit à l'égard de paix est d'être réceptif à de nouveaux éléments de preuve pertinents si de tels éléments se produisent. Cette attitude peut certainement exister en même temps que la croyance outright que paix, mais c'est une notion très faible de l'ouverture d'esprit. Il n'est pas impliqué par mes exemples que l'ouverture d'esprit, dans ce sens, est absente. Comme je l'ai déjà dit, dans les exemples, je pourrais être réceptif à des considérations additionnelles fournies par l'interlocuteur. Ce n'est pas alors l'absence de cette attitude qui est critiquable dans ces cas-là. Il y a une notion plus forte de l'ouverture d'esprit qui implique de considérer vraiment la croyance de l'interlocuteur comme une raison défaisable tout en maintenant sa propre croyance. Ce qui est alors critiquable dans mon comportement, selon cette idée, n'est pas le fait que je maintiens ma croyance, mais plutôt le fait que je ne considère pas la croyance de l'interlocuteur comme une raison, même défaisable, contre ma propre croyance. Je suis d'accord, en fait, que ce qui est
fondamentalement critiquable dans mon comportement, dans les exemples, c'est bien le fait que je ne considère pas la croyance de l'interlocuteur comme une raison défaisable contre la mienne. Et cela est en effet une thèse principale de ma théorie. Mais je soutiens que cela me rend également critiquable pour le fait de maintenir ma croyance outright. Si je considère d'entrée de jeu la croyance de l'interlocuteur comme une raison, je ne dispose alors d'aucune considération qui l'emporte sur cette raison. Et comme je l'ai dit plus tôt, je ne peux pas considérer la croyance de l'autre comme une raison défaisable, mais invaincue, contre la croyance que paie, tout en maintenant la croyance outright que paie, si je suis cohérent. Ainsi, je n'arrive pas à trouver une notion d'ouverture d'esprit qui est compatible avec la croyance outright, telle que cette attitude soit absente dans les cas que je vise. La notion d'ouverture d'esprit qui est requise dans ces cas, telle que cette ouverture d'esprit est absente, cette notion est tout simplement la notion de suspension de croyance. Il faut noter, pour finir, que l'ouverture d'esprit, dans ce sens, n'implique pas que l'on n'a aucune opinion. Elle peut exister en même temps que des degrés élevés de croyance. L'idée n'est pas du tout qu'il faut être absolument neutre, ni que l'on ne devrait pas avoir une préférence forte pour paix ou pour non-paix, ou peut-être un sentiment de conviction que l'un des deux est vrai. La suspension de croyance outright est compatible avec une telle préférence. Et je finis là. Merci.